C'était censé être un simple télégramme, une ligne oubliée dans le flux diplomatique mondial. Mais cette phrase, signée Donald J. Trump, exigeait 70% de l'or du Burkina Faso en moins de 48 heures. Alors, que fait un capitaine lorsqu'un empire le somme de vendre son avenir? Ibrahim Traoré a choisi de répondre non pas avec l'encre, mais avec le fer. Et dès cet instant, le monde a compris que la tempête venait du Sahel. Le monde n'a pas encore compris ce qui s'est réellement joué à Ouagadougou ce matin-là. En apparence, il ne s'agissait que d'une dette, d'un simple différend financier entre le Burkina Faso et les puissances du G7. Mais derrière les chiffres, 5,6 milliards de dollars, 70% des réserves d'or, se cachait une bataille pour la souveraineté, une question de dignité et d'avenir. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a promis à son peuple n'était pas la richesse immédiate, mais la certitude qu'aucune main étrangère ne pèserait plus sur leurs veines d'or. C'est cette promesse-là, tranchée et brûlante, qui a tout changé. Parce qu'au-delà des mines, il s'agissait de reprendre le contrôle du récit africain, de transformer la dette en défi. Et chaque heure qui passait rapprochait le Burkina Faso d'un choix irréversible, se soumettre ou s'affirmer. Dans cette tension suspendue, un seul homme détenait la clé, et il n'avait plus que 48 heures pour l'utiliser. Tout a commencé par une fuite. Une ligne unique, glissée dans un câble classifié, portait la signature de Donald J. Trump. Ce document exigeait que le Burkina Faso cède 70% de ses réserves d'or, ou règle en intégralité une dette de 5,6 milliards de dollars dans un délai de 48 heures. Ce n'était pas une négociation, c'était un ultimatum. Et ce matin du 12 août 2025, d'août 2025, à 6h30, le message fut posé sur le bureau d'Ibrahim Traoré. Net, glacial, sans détour. La capitale s'éveillait à peine, mais dans les couloirs du pouvoir, les mots circulaient comme des décharges électriques. Washington, Ottawa, Londres, Paris, Berlin, les noms des 5 nations figurant dans la note semblaient s'unir dans une même menace. Derrière la façade diplomatique, c'était une prise d'otage économique. Autoriser nos entreprises à extraire ou payer immédiatement. Aucun choix réel, juste la mise à nu d'un rapport de force. Mais ce que les rédacteurs du câble ignoraient, c'est que depuis des mois, Ibrahim Traoré et une cellule géologique secrète avaient découvert un gisement colossal au nord du pays. Les données, cryptées par des ingénieurs coréens, prouvaient que le sous-sol burkinabé abritait des ressources capables d'effacer la dette nationale 10 fois. Ce secret, scellé jusqu'à la première excavation, changeait tout. Dans les heures qui suivirent, les satellites occidentaux détectèrent une activité inhabituelle au Sahel. Des signatures thermiques, des convois iraniens et vénézuéliens, des forages réactivés. Les renseignements américains comprirent: le Burkina Faso reprenait le contrôle de ses mines, expulsait discrètement les exploitants étrangers et redirigeait les flux financiers vers des fonds nationaux. La nouvelle se répandit de Lagos à Kinshasa. L'Occident voyait un défi, mais l'Afrique y voyait un réveil. Et pour la première fois, le nom d'Ibrahim Traoré devenait un symbole d'insoumission calculée. Dans l'ombre du palais présidentiel, Ibrahim Traoré convoqua ses plus proches alliés, officiers, économistes, ingénieurs et chefs coutumiers. L'atmosphère était lourde, mais la voix du capitaine resta calme. Il ne parlait ni de vengeance ni de haine, seulement de dignité. Dites au G7 que le Burkina Faso n'est pas à vendre. Ces mots devinrent, en quelques heures, un serment national. La décision se propagea comme un feu dans la savane. Les radios locales interrompirent leur programmation pour diffuser l'annonce. Les étudiants descendirent dans les rues de Ouagadougou avec des pancartes improvisées.
Les anciens des villages, souvent oubliés par la capitale, se mirent à prier pour la stabilité du pays. La peur existait, bien sûr, mais elle fut absorbée par un sentiment plus grand, la fierté. Car Ibrahim Traoré ne se contenta pas de parler, il agit. Des unités de sécurité furent déployées autour des mines stratégiques. Les contrats étrangers furent suspendus, les comptes des multinationales gelés, les routes de l'or sécurisées. Chaque geste était une réponse claire à l'ultimatum. En Occident, certains y virent un acte de folie. Mais pour le peuple burkinabé, c'était la première victoire morale depuis des décennies. Un capitaine avait osé dire non, là où d'autres signaient en silence. Et dans les villages du Sahel, les anciens racontaient déjà cette phrase comme une parabole. Quand on tente d'acheter ton âme, rappelle-toi que le sable brûle plus fort que l'or. Le signal venait d'être lancé, et il allait faire trembler les cartes du pouvoir mondial. Tout s'accéléra en moins de 24 heures. À Washington, les téléphones du département d'État chauffaient. À Paris, les analystes de la défense cherchaient frénétiquement à vérifier si le Burkina Faso possédait vraiment autant d'or. Mais à Ouagadougou, Ibrahim Traoré ne regardait pas l'écran. Il regardait les visages de ses officiers et leur dit simplement: ils veulent 70% de notre avenir, alors donnons-leur 100% de notre résistance. Les ordres partirent aussitôt: verrouiller les champs pétroliers, doubler la garde sur les convois d'or, couper tous les flux de données aux entrepreneurs étrangers. À midi, la télévision nationale passa au noir. Quelques secondes plus tard, un direct apparut. Ibrahim Traoré, debout, en uniforme, une main sur le drapeau du Burkina Faso. Sa voix était ferme, son regard perçant. Ce qu'ils exigent n'est pas l'or, c'est la peur. Puis un silence, long, presque sacré. À ceux qui nous menacent, nous ne sommes pas la Libye, nous ne sommes pas l'Irak, nous sommes le Burkina Faso. Le discours fit le tour de l'Afrique en quelques minutes. De Dakar à Nairobi, les chaînes locales interrompirent leur programme pour diffuser ces mots. Les foules éclatèrent dans les rues, scandant son nom Ibrahim Traoré comme un cri d'éveil collectif. Les universités ouvrirent des débats sur la souveraineté économique. Les femmes des marchés, les mineurs, les étudiants, tous s'unirent sous un même refrain: l'Afrique n'est pas à vendre. Dans les quartiers populaires, les murs furent peints de symboles: un poing levé, un drapeau rouge et vert, un capitaine en marche. Ce jour-là, les lignes de front ne se dessinaient pas sur les cartes, mais dans les cœurs. L'onde de choc gagna l'Occident. Les places financières chutèrent, les compagnies minières perdirent des milliards en capitalisation. Les médias occidentaux s'enflammèrent. Traoré mène son pays vers la ruine. Le capitaine insoumis met le feu à la région. Mais sur les réseaux africains, c'était l'inverse. Des millions de partages, des chansons remixées à partir de ces discours, des hashtags devenus slogans. Nous sommes Burkina. Traoré résiste, hors de la liberté. Et au milieu de cette tempête médiatique, le capitaine Ibrahim Traoré demeurait silencieux. Pas de triomphe, pas de vantardise. Il savait que la partie ne faisait que commencer, que le prix de la souveraineté se paie toujours en isolement, parfois en sang. Mais il avait déclenché quelque chose qu'aucune puissance ne pouvait plus éteindre. Un mouvement continental enraciné dans l'idée qu'un seul nom pouvait changer le destin d'un continent. Les premières données confirmèrent ce que le capitaine Ibrahim Traoré pressentait. En moins de 72 heures, la production aurifère contrôlée par l'État augmenta de 22%, simplement grâce à la suspension des concessions étrangères. Ce chiffre, modeste en apparence, signifiait une chose immense.
Le pays venait de récupérer la main sur son propre or. Pour un territoire dont 70% des recettes d'exportation dépendaient du métal jaune, chaque point de pourcentage représentait des millions de dollars qui, désormais, ne quittaient plus le sol burkinabé. Le second indicateur vint des flux financiers internes. Les banques nationales rapportèrent que plus de 180 millions de dollars de bénéfices restés auparavant dans des filiales étrangères avaient été redirigés vers le Fonds de développement souverain. Cette rétention, validée par décret présidentiel, permit au gouvernement de lancer immédiatement des programmes de modernisation des mines locales, sans recourir à aucun prêt du FMI. Chaque dollar gardé sur place devint un acte de résistance économique. Enfin, un troisième chiffre fit basculer les projections. Les coûts d'exploitation, autrefois dictés par les sociétés occidentales, chutèrent de près de 35% en 4 semaines. La raison était simple. La main-d'œuvre burkinabé, mieux payée et directement employée par l'État, optimisait les processus sans les surcoûts d'intermédiaires étrangers. Les analystes internationaux, d'abord sceptiques, commencèrent à reconnaître que le modèle improvisé de Traoré produisait des résultats tangibles. Mais au-delà des chiffres, ces données racontaient une histoire de redéfinition. Pour la première fois depuis des décennies, un pays d'Afrique de l'Ouest prouvait qu'il pouvait se passer de la tutelle des grandes institutions financières. Les graphiques, froides et précis, traduisaient une réalité plus vaste. La peur de l'effondrement s'était transformée en moteur de construction. Les économistes occidentaux tentèrent d'avertir. Sans le FMI, le pays s'effondrerait sous le poids de ses ambitions. Pourtant, les premiers bilans trimestriels leur donnaient tort. La stabilisation monétaire tenait, les exportations reprenaient et l'appui du Mali, du Niger et de la Guinée renforçait la logistique régionale. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, n'était plus une idée, mais une infrastructure économique concrète. Quand le capitaine Ibrahim Traoré prit la parole pour commenter ses résultats, il le fit sans triomphalisme. Ces chiffres ne sont pas des trophées, déclara-t-il, mais des preuves que nous pouvons nous lever sans tuteur. Et dans le silence qui suivit, même ses opposants reconnurent une évidence. L'indépendance n'était plus un slogan, mais une équation que le Burkina Faso venait de résoudre. Pour comprendre la portée de ce qui se jouait, il fallait confronter deux visions du monde. La première, celle de Washington, Paris et Bruxelles, prétendait que le Burkina Faso, en refusant les directives du FMI, se condamnait à l'isolement et à la ruine. La seconde, celle défendue par Ibrahim Traoré, affirmait que la dépendance chronique était bien plus destructrice que la solitude passagère. Selon les économistes du G7, la rupture avec les marchés internationaux priverait le pays d'investissement, de technologie et de sécurité. Ils brandissaient le spectre de l'inflation, de la pénurie, du chaos politique. Ils citaient des précédents: la Libye de Kadhafi, le Zimbabwe de Mugabe, le Venezuela post-sanctions. Dans leurs calculs, un État africain qui dit non finit toujours par revenir supplier les bailleurs. Pour Ibrahim Traoré, l'isolement n'était pas une punition, mais un test. Le pays devait d'abord prouver qu'il pouvait fonctionner par lui-même avant de prétendre négocier d'égal à égal. Si nos terres valent de l'or pour eux, pourquoi ne vaudraient-elles pas pour nous, lança-t-il devant ses ministres. Plutôt que d'importer des modèles économiques conçus à Washington, il proposa d'en créer un, forgé dans le sol du Sahel, adapté à ses réalités, à ses rythmes, à sa mémoire. Et c'est là que résidait la force du capitaine. Il ne niait pas les risques, mais les assumait. Il savait que l'autonomie n'était pas gratuite, qu'elle exigeait des sacrifices collectifs. Mais il savait aussi que le prix du silence était plus lourd que celui de la résistance. Pour lui, l'histoire de l'Afrique ne devait plus être écrite à la troisième personne. Dans les salles feutrées de Bruxelles,
On qualifiait sa position d'idéologique. Mais, sur les routes poussiéreuses de Waiguya ou de Kaya, les gens appelaient cela du courage. Et entre ces deux définitions se jouait désormais l'avenir d'un continent. Nous ne sommes pas seuls. Ces 4 mots, prononcés par Ibrahim Traoré au milieu de son allocution suivante, changèrent la trajectoire du récit. Ce jour-là, à midi, alors que les capitales occidentales débattaient de sanctions, 3 avions militaires atterrirent discrètement à Ouagadougou. Le premier venait du Mali, portant le colonel Assimi Goïta. Le second, du Niger, transportait le général Abdourahmane Etchiani. Le troisième, de Guinée, amena le colonel Mamadi Doumbouya. Les 3 hommes entrèrent au palais présidentiel sans caméra, sans drapeau, sans fanfare. Quand ils en ressortirent, ils se tinrent côte à côte avec Ibrahim Traoré et prononcèrent une phrase devenue historique. Touchez au Burkina Faso et vous touchez à nous tous. Ce fut le point de bascule, le moment où la résistance nationale devint un projet continental. Les chancelleries occidentales parlaient d'une alliance de putschistes, mais sur les réseaux africains, on appelait cela la doctrine du bouclier AES, une alliance née non pas d'un traité, mais d'une promesse, celle de ne plus plier devant les maîtres d'hier. Et dans les rues, un vent nouveau soufflait. L'Afrique commençait à parler d'une seule voix. Les jours qui suivirent virent la promesse d'Ibrahim Traoré se transformer en onde de choc tangible. Le Burkina Faso, jadis considéré comme une périphérie dépendante, devint le centre d'un rééquilibrage brutal. Les réactions se déployèrent sur 4 fronts: national, diplomatique, économique et culturel. Les permis des compagnies françaises et canadiennes furent révoqués, leurs équipes escortées hors du pays. Le gouvernement instaura une supervision militaire des routes d'exportation, tandis que des comités civils s'organisaient pour surveiller les sites. En 2 semaines, les revenus publics issus du secteur aurifère avaient déjà augmenté de près de 28%. Les rues d'Ouagadougou vibraient de chants, de drapeaux et d'un sentiment rare, celui de reprendre possession de soi-même. Aucune conférence de presse, aucun communiqué officiel. Mais dans les couloirs feutrés de Washington, la panique s'installait. Des réunions d'urgence furent tenues sur la contagion sahélienne. Car si Ibrahim Traoré parvenait à survivre politiquement à ce bras de fer, le Mali, le Niger et la Guinée seraient les prochains à suivre. Et plus largement, c'est toute la doctrine néocoloniale du franc CFA et de la dette africaine qui se fissurait. Pékin proposa un programme minier clé en main: extraction, raffinage et vente en 90 jours, payé en yuan numérique. Moscou, elle, offrit un système complet de défense anti-drone et des conseillers en cybersécurité. L'Occident cria à l'ingérence, mais l'Afrique y vit une diversification salutaire. Les flux commerciaux changèrent de direction: moins d'exportations vers Paris, plus de contrats vers Bamako et Conakry. La fracture géopolitique devenait visible, mesurable, assumée. Sur TikTok, ces discours remixés dépassaient 12 millions de vues. Les étudiants africains citaient ces phrases dans des débats, les peintres de rue le représentaient brandissant un dossier estampillé Burkina Faso. Les médias occidentaux le traitaient de dictateur populiste, mais pour une génération entière, il incarnait un archétype nouveau: le leader africain qui dit non. Ainsi, l'onde partie du Sahel dépassa les frontières. Le message d'Ibrahim Traoré n'était plus seulement une posture, c'était une leçon. Quand un petit pays ose refuser l'ordre établi, il ne libère pas que son or, il libère les imaginaires. L'histoire ne s'écrit jamais en ligne droite, surtout lorsqu'elle défie les empires. 6 mois après le bras de fer lancé par Ibrahim Traoré, les observateurs du Sahel dressaient 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso, 3 futurs suspendus entre audace et péril.
Et c'est ainsi que le pays consolida peu à peu son autonomie économique. Les revenus miniers continuent d'affluer dans le fonds souverain, l'AES renforce ses mécanismes de défense régionale, et la population s'adapte à un modèle d'économie fermé et méfière. Les infrastructures locales, soutenues par les capitaux chinois et la logistique russe, permettent un redéploiement interne de la croissance. Dans ce cadre, la priorité d'Ibrahim Traoré devient la stabilisation sociale, salaire des soldats, vivres et lutte contre la corruption. Un scénario exigeant mais réalisable si la discipline reste intacte. Plus tard, le succès du Burkina Faso inspira la formation d'une alliance plus vaste à travers le Sahel. Mali, Niger, Guinée et peut-être Tchad. Une union douanière voit le jour, appuyée sur une monnaie numérique panafricaine adossée à l'or. Les marchés internes s'unifient, les investissements se déplacent du nord vers le sud. Dans cette dynamique, Traoré devient un pivot diplomatique de l'Afrique francophone, non pas par ambition personnelle, mais par cohérence géopolitique. Ce scénario transformerait la résistance en modèle de développement. Mais face à cette audace, les puissances occidentales répliquèrent, imposant des sanctions et semant la discorde, des cyberattaques et la manipulation de factions internes. Le pays fait face à des troubles civils, à des pénuries de carburant et à des tentatives de déstabilisation militaire. Dans cette hypothèse, la survie du régime dépendrait entièrement de la cohésion populaire et de l'aide technique de l'AES. Mais même dans le chaos, une chose resterait acquise, la rupture symbolique, car après avoir dit non au FMI et au G7, aucun retour en arrière ne serait possible. Entre ces trois avenirs, Ibrahim Traoré semble avoir choisi son terrain, celui où la dignité ne se négocie pas, même au prix du danger. Pour le peuple burkinabé, le combat d'Ibrahim Traoré n'est plus une histoire politique, c'est une affaire de peau, de sang et de mémoire. Dans les villages, on raconte son nom comme on invoque un proverbe. Dans les écoles, les enfants apprennent ces phrases comme des leçons de civisme, et dans les rues d'Ouagadougou, les visages se lèvent avec la certitude tranquille que l'histoire leur appartient à nouveau. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que cette résistance dépasse les frontières du Burkina Faso. Chaque étudiant de Dakar, chaque ouvrier d'Abidjan, chaque maire de Bamako qui suit les nouvelles sent confusément que ce combat est aussi le leur. Parce qu'en réalité, la dette dont parle le FMI n'est qu'un autre mot pour soumission, et que dire non, enfin, devient un acte de santé publique. Les jeunes, eux, en ont fait une culture. Ils remixent les discours du capitaine Ibrahim Traoré, les transforment en morceaux de rap, en slogans muraux, en défis sur TikTok. Ils n'attendent plus l'approbation de l'Occident. Ils créent donc leur propre zéro, leur propre mythe. Le mot liberté n'est plus abstrait. Il a un visage, une cadence, un accent. Ce que cette génération perçoit avec lucidité, c'est que la lutte ne se gagne pas seulement dans les mines ou les palais. Elle se joue aussi dans l'imaginaire, dans la capacité d'un peuple à se regarder sans honte. Et c'est peut-être là le plus grand triomphe d'Ibrahim Traoré, avoir rendu la fierté contagieuse. Parce que lorsqu'un peuple se relève, même un empire doit apprendre à fléchir. Après la fureur, vint la méthode. Ibrahim Traoré savait qu'aucune révolution ne survit sans structure et qu'un cri de liberté doit tôt ou tard devenir un plan. C'est pourquoi, dès le troisième mois, il lança un programme en 5 étapes pour consolider la souveraineté du Burkina Faso. Chaque mine passa sous contrôles étatiques, mais les ingénieurs étrangers furent invités à rester, sous contrat local et supervision militaire. Objectif: préserver le savoir-faire tout en transférant les compétences à une génération nouvelle. Un fonds de valeur national fut créé, adossé à la banque centrale de l'AES. Les lingots stockés à Ouagadougou devinrent une réserve stratégique, libellée en francs numériques régionaux, non plus en dollars.
Des unités conjointes AES patrouillèrent le Sahel, tandis que des radars partagés avec le Niger et la Guinée surveillaient les routes commerciales. Le but n'était pas la guerre, mais la protection des voies de souveraineté. Une part des revenus aurifères fut investie dans l'agriculture et l'énergie solaire. Traoré répétait souvent: l'indépendance, ce n'est pas un drapeau, c'est un réseau électrique. Les revenus miniers furent publiés mensuellement, accessibles au public. Chaque ministre devait justifier ses dépenses devant une assemblée citoyenne. Là encore, la symbolique comptait autant que les chiffres. Ce plan, rigoureux mais pragmatique, transforma la ferveur populaire en gouvernance durable. Et lorsque le capitaine Ibrahim Traoré en parla à la télévision, il conclut simplement: nous avons résisté. Maintenant, nous devons bâtir. La nuit tombait sur Ouagadougou. Les rues vibraient encore des chants de victoire, mais au palais, Ibrahim Traoré restait seul, penché sur le dossier qu'il n'avait jamais cessé de tenir, celui marqué Burkina Faso. Sous les lumières tamisées, il songea aux mois écoulés, à la menace, à la peur, puis à la flamme. Rien de cela n'avait été écrit d'avance. Dans le silence, il repensa aux premières mines, à la poussière d'or sur les mains des ouvriers. Ce n'était plus du métal. C'était la preuve d'une promesse tenue. Les visages, les voix, les villages, tout ce qu'il avait juré de défendre, vivait désormais sans tutelle. Lui, le capitaine qu'on disait fou, avait simplement refusé de se taire. Et dehors, les enfants jouaient à imiter son salut, les femmes chantaient son nom sur les marchés. Dans l'air flottait une phrase, presque murmurée: quand un homme se dresse, un peuple apprend à marcher. Ibrahim Traoré ne cherchait pas la gloire. Il voulait seulement laisser une empreinte assez forte pour que plus jamais personne n'ose dire que l'Afrique doit demander la permission d'être libre. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un capitaine défiant d'un empire, c'est celle d'un continent qui redécouvre sa voix et d'une jeunesse qui apprend à la faire résonner. Chaque discours, chaque regard filmé, chaque mot partagé porte désormais une question ouverte. Jusqu'où sommes-nous prêts à protéger ce qui nous appartient? Le Burkina Faso n'a pas simplement récupéré son or, il a ravivé un instinct, celui de dire non sans haine, d'affirmer oui sans dépendre. Et au-delà des frontières, de Lagos à Luanda, un fil invisible relie ceux qui croient encore que la liberté n'est pas un luxe, mais une discipline. Alors, si cette histoire vous touche, ne la laissez pas s'éteindre. Parlez-en, questionnez, partagez, car chaque mot compte dans la bataille du récit et chaque voix peut peser contre le silence. Le combat d'Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'idole, il a besoin de relais. Et peut-être, un jour, quand l'Afrique se lèvera tout entière, on se souviendra que tout a commencé par un simple non,